Je veux que vous réfléchissiez à ceci. Durant toute votre vie, quelle quantité d'argent est passée entre vos mains? Combien? Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Peut-être que vous avez gagné 73 000 $ l'année dernière à 28 ans, et disons que la première fois que vous avez eu un chèque à 14 ans, c'était 100 $. Additionnez tout ça, vous obtiendrez un chiffre. 493 000 $, ou 1,9 million de dollars, ou 6,3 millions de dollars, selon la personne qui regarde cette vidéo. La question est la suivante. Combien restait-il dans votre porte-monnaie? Vraiment? Combien y avait-il dans votre porte-monnaie? Je parle de ce qu'il y a vraiment dans votre portefeuille. Qu'est-ce qu'il vous reste? Combien d'économies il vous restait? Et si vous n'êtes pas très heureux de répondre à cette question, c'est très simple. La raison pour laquelle il ne vous reste pas beaucoup d'argent, c'est que vous ne savez pas comment jouer au jeu de l'argent. C'est très simple. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 20 règles de l'argent. Ce sont les règles de l'argent que j'ai suivies et c'est évidemment à partir de beaucoup d'erreurs que j'ai faites, parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai gagné de l'argent et il n'y avait plus rien dans ma poche. Donc je vous parle à partir de mes expériences. La règle numéro 1 est la plus importante et c'est celle à laquelle vous devez adhérer immédiatement. C'est très simple, vous pouvez la combattre, dire ce que vous voulez. C'est une loi et elle est la suivante, l'argent, c'est un jeu. L'argent est un jeu. Et ce qu'il y a de bien dans tous les jeux, c'est la chose suivante, quel que soit le jeu auquel vous jouez le plus, vous finissez par y devenir bon. Si je n'ai jamais joué aux échecs et que je joue contre vous, et que vous avez joué 100 fois aux échecs, vous allez probablement me battre. Si j'ai joué 1000 fois au Monopoly et que tu y joues que 3 fois, je vais probablement te battre parce que c'est un jeu. Ce qui est bien avec le jeu de l'argent, c'est qu'il peut être appris. Très souvent, les gens le contestent. Ils ont des problèmes avec ça et ils disent, bien, vous savez, cette personne est devenue riche parce qu'elle est intelligente. Cette personne a fait ceci. Non. Elles ont appris le jeu et vous pouvez aussi prendre le temps d'apprendre le jeu. La règle numéro 2 est la suivante, ne détestez pas l'argent. Si vous détestez l'argent, vous n'en aurez jamais parce que l'argent n'aime pas ses détracteurs. Donc si tu es un ennemi de l'argent, et que tu dis constamment des choses comme « Waouh, l'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent est cela », les gens riches sont ceci. L'argent dit que tu as raison, tu ne m'excites pas, c'est comme si tu allais à un rendez-vous avec une fille attirante, et que tu lui disais que tu n'aimes pas les filles attirantes qui ne connaissent pas grand-chose à la philosophie, et qui ne pensent qu'à leur apparence, à se maquiller, à faire ceci ou cela, à s'entraîner et à aller à la gym. Et elle répond, mec, je me maquille, je m'entraîne tous les jours pour rester en forme. Mais j'aime aussi d'autres choses dans ma vie. Mais tu sais quoi? Tu as raison. Je ne t'attire pas, je ne t'apprécie pas. Elle va trouver un autre homme qui lui dit « J'aime les filles qui prennent soin de leur corps, j'aime les filles qui prennent soin de leur peau. J'aime les filles qui se maquillent, j'aime les filles qui font du sport 5 jours par semaine. » Elle est attirée par ce type. Ne sois pas une personne qui déteste l'argent. Règle numéro 3, c'est un jeu de duplication. Avec ça, vous pouvez arrêter de regarder toute la vidéo. Vous avez fait le tour des points essentiels. L'argent est un jeu de multiplication. C'est un double jeu. Qu'est-ce qu'un jeu de multiplication? Que voulez-vous dire, Patrick, par doubler son argent? Laissez-moi vous l'expliquer de cette façon. Si vous avez en ce moment 1000 $ sur votre compte bancaire, si vous, qui regardez en ce moment, vous avez 1000 $ en liquide, vous êtes à 10 duplications de 1 million de dollars. Vous êtes à 5 doubles d'avoir 32 000 $. Vous êtes à 13 doubles d'avoir 8,192 millions de dollars. Vous êtes à 14 doubles pour avoir 16 millions de dollars. C'est un jeu de multiplication. Alors quand pouvez-vous doubler votre argent? Pouvez-vous prendre ces 1000 $ et les doubler en 2000 $ l'année suivante? Et ensuite, ces 2000 $. Vous disposez d'un compte. Vous êtes maintenant à 9 étapes de parvenir à 1 million de dollars. Vous pouvez dire que Patrick a déjà 100 000 $ sur son compte. Eh bien, devinez quoi? Vous êtes à 4 doubles, 3 doubles de 1 million de dollars. C'est un jeu de multiplication. C'est du gâteau quand vous apprenez que c'est un jeu de double. Et là, on est face à deux situations. D'abord, la tolérance au risque. Car vous devez connaître en matière d'argent votre tolérance au risque en fonction de l'âge que vous avez. Si vous avez 65 ans, votre tolérance au risque sera plus faible que si vous avez 22 ans, donc vous avez votre tolérance au risque et vous devez la connaître. L'autre situation est l'horizon temporel. Quel est votre horizon temporel?
Par exemple, je veux avoir $1 million dans 10 ans. Mais qu'est-ce que vous avez maintenant? Et partir de ce que vous avez maintenant, vous devez jouer votre jeu de multiplication. Combien de duplications dois-je faire avec les $17 000 pour arriver à $1 million? C'est un jeu simple que vous pouvez apprendre à faire tant que vous connaissez votre tolérance au risque, tant que vous connaissez votre horizon temporel. Règle numéro 4, la séduction. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est la séduction. Écoutez, j'utilise l'analogie avec les femmes parce que c'est comme ça que ça marche. L'argent aime être séduit. L'argent est attiré par les séducteurs. Tout comme une femme n'aime pas les hommes désespérés, l'argent n'aime pas les gens désespérés. L'argent n'est pas attiré par les gens désespérés qui le veulent tellement, qu'ils veulent gagner cet argent et le montrer à tout le monde. L'argent se séduit et vous devez séduire l'argent. Séduisez l'argent et tout d'un coup, l'argent dit « Oh, j'aime ce gars, j'aime cette fille. Oh mon Dieu, je suis attiré par toi. » Ne laissez pas l'argent vous séduire. C'est vous qui séduisez l'argent. C'est un jeu de séduction. Donc celui qui apprend le jeu de séduction avec l'argent, tout d'un coup l'argent commence à venir de partout vers lui, parce que l'argent est attiré par les gens qui savent exactement ce qu'ils font. L'argent aime les investisseurs qui savent ce qu'ils font. Une fille va à un rencard avec un gars qui sait ce qu'il fait. Elle est plus susceptible de revenir. Et puis il y a l'expérience. Apprenez donc à séduire l'argent. Une fois que vous aurez appris à séduire l'argent, vous deviendrez également meilleur à ce jeu. Ensuite, le timing. Quand il s'agit d'argent, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le timing. Je ne parle pas de timing du genre, c'est le meilleur moment pour investir dans Snapchat ou c'est le meilleur moment pour acheter l'IPO de Facebook, etc. Je ne parle pas de ce timing, bien que ce soit une toute autre conversation sur le timing. Par timing, je parle de la gestion d'une entreprise et je vais vous donner une idée. Il y a eu un moment où logiquement je devais réduire mes effectifs dans mon entreprise et je devais me débarrasser de 2 ou 3 employés. Logiquement, je devais réduire mes effectifs, mais je savais ce que je m'apprêtais à faire et vu que j'avais accès à toutes les informations, j'ai décidé de redoubler d'efforts et cela a permis d'étendre l'entreprise à de nouvelles zones et de nouveaux territoires. Et puis l'autre partie est de réduire les dépenses, car vous savez peut-être que les chiffres sont très bons, mais il y a un domaine qui doit être restreint, que personne d'autre ne connaît. Vous devez restreindre parce que vous seul avez accès à toutes les informations. Donc il doit y avoir un domaine dans lequel vous devez connaître, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas vous enseigner. Mais cela va être une composante essentielle. Et vous allez apprendre de l'expérience avec le timing. Timing sur quand vous devez acheter. Timing sur quand vous devez investir. Timing sur quand vous devez rester léger. Timing sur quand vous restez liquide. Il y a un aspect de timing dans toutes ces décisions que vous allez prendre. Numéro 6, l'ennui. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie l'ennui. L'argent doit circuler. Quand une fille s'ennuie avec toi, elle te quitte parce que tu es trop ennuyeux. Pareil pour les hommes. Si un homme s'ennuie avec une fille, il va la quitter parce que c'est ennuyeux. L'argent n'aime pas s'ennuyer. Si l'argent reste dans une compte en banque, l'argent va vers quelqu'un d'autre qui sait comment l'utiliser. Si l'argent reste quelque part et ne fonctionne pas, c'est trop ennuyeux, il va vers quelqu'un d'autre qui sait quoi faire avec l'argent. Donc tu dois t'assurer que l'argent bouge toujours et qu'il travaille toujours pour toi. Il est toujours là à faire quelque chose pour générer plus d'argent pour toi. Numéro 7. Il faut avoir un compte secret. Tu dois toujours avoir un compte secret. Laissez-moi vous dire ce qu'est un compte secret. C'est un compte que personne ne connaît, ni votre femme, ni votre mari, ni votre petit ami, ni votre mère. Personne n'est au courant de ce compte. C'est quoi ce compte? C'est un compte de crise. Un compte de crise peut être du cash. Un compte de crise pourrait être un coffre-fort que personne ne connaît. Alors vous pourriez me dire, vous parlez d'ennui et maintenant vous parlez d'un compte secret? Non, c'est deux choses complètement différentes. Vous devez avoir un compte de crise, et ce n'est pas votre fonds d'urgence. Je parle d'un compte de crise. Ce qui a sauvé notre entreprise quand nous avons traversé des moments difficiles, quand le compte courant de notre entreprise est passé à 13 000 $ de commission sur les salaires, au moment où nous étions sur le point de fermer l'entreprise. On était sur le point de fermer l'entreprise, quand soudain, ce qui nous a sauvés, c'est le compte de crise que j'avais. Personne ne le savait. Cet argent est ressorti. Je l'ai remis dans l'entreprise, et ça nous a sauvés. On a tenu bon, on a traversé des moments difficiles, et on est là où on est aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y avait un compte secret de crise que personne d'autre ne connaissait l'existence. Vous devez toujours avoir un compte de crise. Numéro 8, ne voyagez pas en première classe avant d'avoir 10 millions de dollars sur un compte en banque. Je vois tellement de gens dépenser 2 000 $ pour un vol où ils ne pourraient dépenser que 400 $.
Vous savez combien de fois j'ai payé une première classe? 0. D'autres personnes paient pour ma première classe, mais je ne paye pas pour la mienne. J'ai volé en première classe de très nombreuses fois parce que j'avais les bonus ou que des gens me payaient mon vol. Je ne paie pas la première classe et pourquoi ça? Voici comment nous avons fait le calcul. Évidemment, je peux me permettre de le faire sans problème, mais voici comment j'ai fait le calcul. Vous essayez de me dire que 2 000 $ pour un vol en première classe, que je peux obtenir 500 $ pour le même vol. C'est 1 500 $ multiplié par 9 vols par mois. Ça fait à peu près 13 500 $. Tu sais ce que je peux faire avec ce chiffre? C'est 4 employés, c'est du marketing, c'est de l'expansion. Sur un an, ça fait près 180 000 $. Pourquoi je vais gaspiller cet argent? C'est un cadre que je peux faire venir. C'est 2 incroyables employés que je peux embaucher. Je ne paie pas en première classe. Une fois que vous avez 10 millions de $ et que vous voulez le faire, c'est génial. La règle numéro 9 est la suivante. Votre plan de rémunération. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par plan de rémunération. Quel que soit le pays dans lequel vous vivez, je reçois des emails de plus de 100 pays dans le monde entier. Et certains d'entre vous me parlent de leur système communiste, de la façon dont ils sont contrariés. Et vous m'avez demandé ce qu'il fallait faire et je vous ai dit que si ça ne change pas, vous devez partir. Certains d'entre vous sont dans des pays socialistes. La France, l'Espagne, là-bas, vous êtes contrariés par les impôts. Si vous ne voyez pas l'horizon changer, vous devez vous adapter. Mais peu importe où vous êtes, la règle numéro 1 concernant votre plan de rémunération, et quel que soit le pays dans lequel vous vivez, c'est vos impôts. Étudiez comment vous êtes taxé, parce que c'est votre plan de rémunération et laissez-moi vous expliquer pourquoi le plan de rémunération en Amérique marche si bien. Beaucoup de gens disent des choses comme ça. Ils disent « Je n'arrive pas à croire que la structure fiscale américaine profite aux propriétaires d'entreprises. Parce que les propriétaires d'entreprises créent des emplois. Si vous créez des emplois, nous vous accorderions un avantage fiscal. S'il n'y avait pas d'avantage fiscal et d'incitation pour les propriétaires d'entreprises, alors qui va créer des emplois pour tous ces millions de personnes qui en ont besoin? Vous pouvez dire, eh bien Patrick, si les incitations sont pour les propriétaires d'entreprises, ne devrais-je pas être propriétaire d'une entreprise? Évidemment, vous devriez être propriétaire d'une entreprise. Vous devriez être un entrepreneur. Parce que c'est bénéfique pour votre plan de rémunération. C'est bénéfique pour votre plan de rémunération et pour vous positionner correctement en sachant ce qu'est votre plan de rémunération. Règle numéro 10, la mentalité de fin du monde. CNN, MSNBC, Fox, toutes ces chaînes d'infos, Dave Ramsey, peu importe ces noms, mettez-les tous ensemble. Vous savez ce qu'ils sont payés pour faire? Ils sont payés pour vendre de la crise. Parce que si ça arrive, il faut s'y préparer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les gens ont peur et pensent que c'est la fin du monde. Et comme en 2008, quand la crise a eu lieu, le Dow Jones est descendu jusqu'à 6 000 points. Et tout le monde a commencé à retirer son argent. Il est à 21 000 points aujourd'hui. Imaginez si vous aviez laissé votre argent, combien de gains composés ont été perdus simplement parce que vous pensiez que c'était la fin du monde. Simplement parce que vous pensiez qu'il y avait un conflit nucléaire qui allait se produire dans le monde entier. D'ailleurs, laissez-moi vous expliquer. Si vraiment une guerre nucléaire va se produire, pensez-vous vraiment que votre argent va compter? Allez, nous n'allons pas exister. Donc tu dois agir comme s'il n'y avait pas ce genre de conflit. Et tu dois apprendre à gérer ces moments. Quand 90% du monde pense que c'est la fin du monde, tu dois être prêt. Alors comment tu fais ça? Laissez-moi vous expliquer. Je faisais moi-même partie de cette communauté qui disait que c'était toujours la fin du monde, jusqu'à ce que je réalise que c'est pendant cette période que l'on devient riche. Pendant cette période où c'est la fin du monde, vous savez qui gagne? Ceux qui ont de l'argent. C'est pourquoi il est important d'avoir du cash de côté. Et je ne parle pas de l'argent investi. Je parle d'argent mis de côté quand c'est la fin du monde pour acheter des choses. Chaque fois qu'une crise a lieu, beaucoup de gens s'enrichissent. Beaucoup de gens s'enrichissent parce que tout est en solde. Tout est en vente quand il y a une crise, les gens vendent leurs objets exotiques parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ils vendent leurs œuvres d'art pour un cinquième du prix, les maisons pour moitié du prix. Toutes ces choses sont à vendre pendant la période où il y a une mentalité de fin du monde. Donc vous devez avoir une stratégie pour cette période. Certains disent que le marché va encore s'effondrer dans les 2 ou 3 prochaines années. Je ne sais pas s'il va s'effondrer dans les 2 ou 3 prochaines années.
Mais voici ce que je sais. Il va s'effondrer dans les 20 prochaines années et je suis prêt pour ça. Je dois être prêt pour ça parce qu'il y aura des opportunités. Et tu dois aussi être prêt. La règle à suivre, c'est étudier vos politiciens, en particulier votre président. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous devez savoir ce que vos politiciens dans votre communauté locale vont faire et quelles sont leurs philosophies. Voici pourquoi vous devez connaître leur philosophie. Si leur philosophie est de vous imposer un lourd fardeau fiscal, vous devez vous adapter en conséquence. Si leur philosophie est de réduire les impôts, vous devez vous adapter en conséquence. Les gens demandent ce qu'il faut faire avec Trump. Allez monter une entreprise. Les impôts sont réduits. Allez faire vos millions de dollars pendant les 4 prochaines années. Et si c'est 8 ans, allez faire votre argent et ajuster, tout est question d'ajustement. Mais vous ne pouvez pas ne pas savoir leur philosophie. Vous devez connaître les philosophies des politiciens. Le prochain point. Étudiez les investisseurs intelligents, mais ne soyez pas trop religieux à leur sujet. Par exemple, vous devriez lire tout ce que Warren Buffett a écrit. Lisez tout ce que Warren Buffett a publié. Lisez tous les livres qu'il propose. Allez les lire parce que ce qu'il va vous apprendre, c'est sa façon de penser, son état d'esprit. Il va vous enseigner la façon dont les choses se passent. En faisant ça, vous allez comprendre pourquoi Warren Buffett a dépensé 35 millions de dollars pour acheter de l'argent métal il y a 6 ans. Pourquoi il n'investit pas dans le secteur de la technologie. Et pourquoi, etc. Ce sont des philosophies. La chose que vous devez respecter chez Warren est que, quand il dit qu'il n'investit pas dans le secteur de la technologie, il tient à sa parole. Il s'en est tenu à sa philosophie assez longtemps pour que ça marche. Étudiez les investisseurs intelligents. Le prochain. Jouez votre jeu, ne vous comparez pas. Je m'explique. C'est extrêmement problématique pour beaucoup de gens parce que disons que dans ce jeu de double, vous êtes ici. Et disons que votre cousin est là. Pourquoi tu te compares à lui? Vous devez jouer votre jeu de double. Disons que vous êtes ici et que votre meilleur ami est ici. Ce n'est pas le même jeu. Il a 4 fois plus d'avance que toi. Ce n'est pas le même jeu, tu dois juste t'assurer que tu joues ton propre jeu. Vous ne pouvez pas dire que je vais jouer mon jeu au niveau de celui des autres gars, parce que quand vous faites ça, vous prenez des décisions imprudentes et vous perdez un double. Tu ne veux pas perdre de double. Tu veux gagner des doubles. J'espère que ça a du sens pour vous. Vous ne voulez pas revenir en arrière, et à chaque fois que vous vous concentrez sur ce gars, vous reculez parfois. Concentrez-vous sur votre jeu, concentrez-vous sur vos stratégies, concentrez-vous sur votre horizon temporel, concentrez-vous sur votre tolérance au risque et jouez en fonction de votre jeu. Votre vision n'est peut-être pas d'être milliardaire. Votre vision n'est peut-être pas de vous lancer et de faire quelque chose de très grand. Votre vision n'est peut-être pas d'être une personne qui a 150 millions de dollars. Votre vision n'est peut-être pas d'être un multimilliardaire. Votre vision est peut-être d'avoir un jour 2 millions de dollars, et c'est très bien. Jouez à ce jeu et faites un plan à côté. Jouez à ce jeu, mais ne vous comparez pas aux autres. La règle suivante, c'est l'index boursier. Beaucoup de gens disent, tant que vous ne battez pas l'index du marché. Personnellement, je suis plus préoccupé par le fait de battre mes objectifs que par celui de battre l'index. Je ne suis pas inquiet de battre l'index. Et qu'en est-il de mes objectifs? Quel est mon objectif? Je veux battre le chiffre que j'ai fixé, parce que c'est le mien, c'est ce à quoi je m'engage. Je ne m'engage pas à battre l'index. Je m'engage à ça. Peut-être que je dois faire beaucoup plus que ce que fait l'index, parce que c'est pour ça que je suis dans les affaires. Dans les affaires, je peux contrôler la croissance que je veux avoir dans mes revenus. Je ne peux pas contrôler si j'étudie juste l'index qui varie alors que ça m'a pris beaucoup de temps pour en arriver là. Non, jouez votre jeu, battez vos objectifs au lieu d'essayer de battre l'index. 15. Soyez amis avec ceux qui savent faire de l'argent. Je vais vous dire pourquoi. Si tu sors avec des gens qui savent comment faire de l'argent, tu vas en faire aussi. C'est comme ça que ça marche. Si tu es entouré de personnes qui savent comment gagner de l'argent, tu vas généralement en gagner. Si vous êtes entouré de personnes qui ne savent pas comment faire de l'argent ou qui n'en font pas beaucoup, vous ne ferez pas beaucoup d'argent. Donc sachez avec qui vous allez faire des affaires. C'est important pour moi de savoir avec qui je vais faire des affaires. J'embauche très lentement. Je licencie très vite. Dès que j'en ai fini avec quelqu'un, boum, parti. Nous employons en une journée, nous renvoyons aussi la même journée. La tolérance n'est pas dans les affaires, nous devons aller de l'avant. Mais j'embauche lentement, surtout plus le poste est élevé, plus je voyage avec la personne pour apprendre à la connaître. C'est exactement la même chose ici, avec qui allez-vous faire des affaires?
Liez-vous d'amitié avec eux, voyagez avec eux. Si quelqu'un est extrêmement riche, allez dîner avec lui, apprenez à connaître sa famille, voyez comment il élève ses enfants, voyez en quelque sorte son niveau de vie. Voyez leur discipline, leur comportement et dites ensuite, j'aime cette personne, en fait, c'est une personne avec qui je peux faire de l'argent et des affaires. Numéro 16. La diversification, c'est pour les nuls. Si vous êtes un froussard et que votre tolérance au risque est très faible, et c'est ok d'être froussard et beaucoup de gens le sont. Mais si vous voulez vraiment créer de la richesse, et que vous vous demandez pourquoi vous avez travaillé pendant 17 ans et que vous n'avez pas un seul centime, alors que vous avez gagné 617 000 $ et que vous n'avez que 6 000 $ à dépenser, il y a un problème. Il y a un problème. Quel est le problème? La diversification est un grand concept que nous vendent les conseillers financiers qui jouent la carte de la sécurité et tout le reste. Pour ceux d'entre vous qui regardent ceci et qui ont 73 ans, la diversification peut être bonne pour vous. Si vous avez déjà atteint votre objectif de 6 millions de $ et que vous êtes déjà là où vous voulez être. Je respecte le fait que vous ayez déjà atteint vos chiffres avec une tolérance au risque solide, un horizon temporel plus faible. Vous jouez à un jeu différent. Je parle principalement des personnes qui sont dans le stade offensif de leur vie et qui essaient d'atteindre ici. Peut-être que vous êtes autour de ce marché. Je ne parle pas aux gens qui sont ici. Je parle aux gens qui sont ici. Vous essayez de faire en sorte que votre fructification aille vite, plus vite. Si vous ne comptez que sur la diversification, eh bien, vous devez juste savoir que ça va prendre 40 ans. Ça va prendre 30 ans peut-être, si tout se passe comme prévu. Donc je ne recommande pas de compter uniquement sur la diversification pour vous amener là où vous voulez aller. 17. Le jeu est un jeu de levier. Tout a un effet de levier. Laissez-moi vous expliquer ce que l'effet de levier signifie. Je ne dis pas que l'effet de levier c'est s'endetter pour tout. Je ne parle pas d'un effet de levier comme ça. Qu'est-ce que l'effet de levier pourrait être? Un effet de levier sur votre entreprise peut être: comment pouvez-vous développer votre entreprise? Si vous dirigez une entreprise, comment pouvez-vous en tirer parti pour avoir plus de soutien? Comment pouvez-vous en tirer parti pour vendre plus? Comment pouvez-vous tirer parti de l'effet de levier pour vous développer davantage? Comment pouvez-vous tirer parti de l'effet de levier pour augmenter la valeur de votre entreprise? Comment pouvez-vous tirer parti de l'effet de levier pour vous commercialiser davantage? Comment pouvez-vous tirer parti de l'effet de levier pour atteindre vos clients plus rapidement? Comment faire levier pour augmenter la vitesse de croissance de votre entreprise? Comment pouvez-vous tirer parti de l'effet de levier pour faire avancer certaines choses? Tout est un jeu de levier, et plus vous étudiez le concept de levier et le jeu, comment il fonctionne, mieux c'est pour votre richesse. Numéro 18, le positionnement. Je vais vous dire ce qu'est le positionnement. Si je vais travailler dans une entreprise et que je vais avoir une part du capital et que je vais me positionner pour posséder une part de cette entreprise, elle va entrer en bourse, c'est un positionnement intelligent, c'est un positionnement très intelligent. Tom ici, qui est notre président, a créé sa richesse grâce au positionnement. Il s'est positionné à certains endroits et a participé à la réussite des entreprises en possédant des parts, et il s'est positionné. Souvent les gens disent, je fais de bons revenus avec cette entreprise, oui, mais vous ne vous êtes pas positionné ici parce qu'il n'y a pas des parts sur l'équité de l'entreprise. Bien sûr qu'il faut avoir un revenu élevé, des économies, des investissements, mais tu dois t'assurer que tu te positionnes correctement aussi. Numéro 19, partenariat stratégique. Les partenariats stratégiques. C'est un peu comme se lier d'amitié avec des personnes qui font de l'argent, mais c'est légèrement différent car c'est intentionnel. Si vous voyez ce que nous faisons dans notre entreprise, nous avons des partenariats stratégiques où beaucoup de gens gagnent de l'argent. Plus les gens gagnent de l'argent, plus les gens continuent à faire des affaires avec vous. S'il y a des partenariats stratégiques, j'ai des partenariats stratégiques avec des entreprises de 400 milliards de dollars, des entreprises de 200 milliards de dollars, des entreprises de 60 milliards de dollars, j'ai des partenariats stratégiques avec beaucoup d'entreprises différentes qui leur profitent. Le partenariat stratégique augmente le profit parce que beaucoup plus de gens font de l'argent avec vous quand ils font des affaires avec vous. Le dernier point est le syndrome du gros chèque. Laissez-moi vous dire ce qu'est le syndrome du gros chèque. Oh mon Dieu, j'ai vu tellement de gens foirer ici et je vais juste vous expliquer ce que c'est. Disons que tu es dans l'immobilier, hypothétiquement. Et tout d'un coup, tu as ce client qui veut que tu vendes sa maison. C'est une maison à 3 millions de dollars. Je lance juste des chiffres là. Et vous allez et vendez cette maison de 3 millions de dollars et vous obtenez un chèque commission de 100 000 $. Et vous dites, oh mon Dieu, j'ai gagné 100 000 $, et pendant 2 mois vous vivez comme si vous aviez gagné 100 000 $ en un mois. Ce que vous ne réalisez pas c'est que, ce chèque de 100 000 $, vous devez le considérer comme un revenu de 8 300 $ par mois pour cette année-là.
C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas 100 000 $ par mois, et j'ai vu tellement de gens qui considèrent que c'est 100 000 $ par mois et qui deviennent arrogants, tous ces trucs. Et puis ils reviennent ici. Et leur chiffre double descend de plus en plus bas. Et ils ne réalisent pas que c'est juste un gros jour de paix. Laissez-moi vous expliquer. Préférez-vous avoir maintenant un demi-million de dollars en liquide que je vous donne d'avance? Je vous donne un demi-million de dollars, ou préférez-vous un revenu garanti de 100 000 $ sur 20 ans? Lequel prendriez-vous? Un demi-million? 100 000 $ à l'avance sur 20 ans? Lequel choisiriez-vous? Vous savez, croyez-le ou non, la plupart des gens diront que la bonne réponse est 100 000 $. Mais une grande partie des gens choisiraient le demi-million. Laissez-moi vous dire pourquoi, les 100 000 $ vous permettent de faire plus. 100 000 $, c'est 2 millions de dollars sur les 20 ans. Le demi-million de dollars, c'est un demi-million de dollars. Les 100 000 me donnent l'opportunité d'avoir un soutien plus fort pour prendre des décisions plus importantes et obtenir des doubles plus importants. Maintenant, vous pouvez dire Patrick, mais le demi-million me place déjà ici. C'est sans importance si vous ne savez pas comment jouer le jeu de l'argent. C'est sans importance si vous n'avez pas à jouer le jeu de l'argent. Je veux aussi des revenus élevés. Je veux des revenus qui alimentent mon jeu pour pouvoir augmenter ma valeur nette. Ne vous laissez pas avoir par le syndrome du gros chèque, ne tombez pas dans ce piège et ne perdez pas tout ce que vous avez, parce que cela peut complètement gâcher votre valeur nette et multiplier vos efforts par 0.